Et- Bonjour les enthousiastes, bienvenue à une autre vidéo où on vous présente un nouveau whisky quasiment tous les semaines. On est rendu à faire des vidéos, hein. Cette semaine, on vous parle du Kiloman ou Kilcoman là, pour ceux qui ne le prononcent pas bien, mais le H est muet, by the way. Kiloman Sherry Mature à 50%, autour de 180 $ à la sac. Je pense qu'il en reste plus tant. La dernière fois que j'ai checké là, sur l'application, ça a l'air quand même de partir vite. Là. Fait que, c'est ça. J'espère que vous ne l'écoutez pas trop tard non plus. C'est quand même une édition qui a été populaire. Là, dernier release en 2020, c'était un 46%. Maintenant, on est rendu avec un 50%, ce qui peut expliquer une petite partie de la majoration de prix, mettons. Mais je pense que c'est surtout une question de la SAC parce que je l'ai vu sortir quand même ailleurs au Canada autour de 140-150 $ canadiens. Fait que on est pas mal plus cher que dans le reste du monde, mettons, pour cette bouteille-là. Cette fois-ci, on a un 5 ans qui est un Vatting. Vatting, on dit ça souvent, c'est un assemblage, là, dans le fond, là, de 20 fûts de Sherry Fino qui donne 15 650 bouteilles. Puis juste pour faire le parallèle, pour le fun, là, la dernière édition en 2020 était un 46%, un Vatting de 12 fûts, dont 11 first fill et un refill qui donnait 15 500 bouteilles au total. Fait que 2 5 ans, un plus gros Vatting, mais un taux plus élevé. Sherry Fino, moi, ça me parle. Là, quand je vois ça, là, je trouve ça le fun. C'est un matcher en plus. Là. C'est quand même le fun de voir ça. Là. En tout cas, moi, je trouve ça super le fun. L'approche avec le man, d'avoir tout le temps plein de fûts comme ça différents. Un autre Fino, puis ça arrive pas souvent qu'on voit d'autres Finos. Fait que quand j'essaie d'imaginer, de trouver une autre bouteille de maturing en Fino, moi, le seul qui me vient en tête, c'est le Lafrogue Cardeas Fino qui a quelques années. Là. Fait que, C'est un finish aussi. c'est un finish en plus. Ouais. Moi, je me le Finish. suis sorti pour la science. Là. Euh, mais bon, je vais vous laisser parler, les gars. C'est quoi un fût de Sherry Fino? Y a-t-il quelqu'un qui veut me présenter ça pour le fun? Sure, je peux lancer le bal. D'ailleurs, il en reste 12 en ligne. Je viens de regarder vite, vite. Donc, s'il y en a des chanceux qui regardent ça rapidement, ben, peut-être que vous êtes chanceux. Il y en a resté peut-être une trentaine de bouteilles en succursale au Québec. Fino, ça va être relativement simple. On a deux familles. On a les Oloroso et on a les Fino. Donc, dans les Oloroso, on va avoir du PX. On va avoir les classiques Oloroso. Et dans les catégories de Fino, on va avoir des choses comme le Palo Cortado, l'Amontillado, ou le Manzanilla. Globalement, ce qui se passe comparé entre un Oloroso et un Fino, c'est qu'on a un phénomène qui va se créer au niveau de la maturation d'un Fino. Quand il ajoute ça, il y a des enzymes qui vont créer ce qu'on appelle la flore. Donc, globalement, sur le dessus du liquide, il laisse de l'espace pour ça. Il va y avoir une espèce de mousse qui va se créer, qui va être vraiment qui va créer un peu un goût un peu plus tranchant, minéral, plus au niveau des goûts de noix. C'est souvent ce qu'on voit dans les whiskies finis dans des fûts de finaux qui sont relativement rares. La plupart qu'on voit sur le marché, c'est peut-être 95, même beaucoup plus que ça, dans la famille des Oloroso, dû au fait que ça donne des goûts beaucoup plus fruités, les fruits secs, le chocolat, etc. C'est les belles éditions avec cette couleur plus foncée. Le Fino, à l'inverse, va clarifier le whisky, mais va lui donner des goûts beaucoup plus secs, beaucoup plus tranchants. Donc, globalement, c'est des types de saveurs qu'on va mixer avec certains whiskies qui vont déjà avoir une personnalité, qui ne va pas trop se faire déranger par un type de saveur très, très changeant comme ça. Il y a eu quelques éditions qu'on a vues, mais c'est relativement rare. Les distilleries qui font ça, on a vu Bowmore en faire, on a vu Lafroy, on a vu Cavalan. Globalement, ça reste quand même relativement niche. Je pense qu'il y avait un Deanston aussi que Mathieu parlait, qui avait déjà eu ça, mais c'est quand même des expériences. On voit très peu de choses qui sont commercialement faites dans cette direction-là. Ben,
On Parce va voir si ça a de l'allure parce que je l'ai pas encore ouvert. Fait que, moi aussi, je viens de l'ouvrir, là, puis je me fais ma tête au fur et à mesure comme ça. Mais on ne crée pas ça, là, un fût de finot. Tu ne décides pas que ton fût il est un finot, c'est qu'il y a une croûte de végétation qui se crée sur le dessus de ton liquide, là, dans le tonneau. Là, et ça crée, c'est ça, ça crée une particularité là, qui est propre au finot. Fait que c'est pour ça qu'on n'en voit pas souvent non plus. C'est quelque chose, c'est un procédé qui fait en sorte que la disponibilité des fûts est rare en tant que telle déjà à la base. Là. Fait que, est-ce que vous avez tout coulé ça dans vos verres, les gars? Ouais. C'est dans le Mais là, vu qu'on parlait d'un season, là, parce que de ce que j'ai lu, là, ça semblait être 24 seasons. Fait qu'ils ont pris, probablement de ce que je comprends du processus, ils ont pris quelque chose qui s'est transformé en finot. Ils ont dit, hey, on a du finot ici, ou la croûte. Et après ça, ils ont dompé ça dans d'autres nouveaux Du barils. seasoning, ouais, du seasoning, normalement, c'est que c'est pas le casque original qui a servi à faire vieillir l'alcool, mais un casque secondaire qui vont comme tremper dedans, essayer que le finot se fasse absorber par le bois, puis après ça, retransférer ça pour qu'un whisky soit hébergé. Fait que T'as raison, ouais. il y a C'est beaucoup une étape de plus. Là, qui de direction, parce que des fois, ça peut coûter moins cher d'aller chercher comme un sherry. On voit ça, puis personne ne le met à peu près, mais des fois, on va voir des seasoned sherry qui vont être indiqués. Ben, c'est pour donner plus d'informations, mais ce n'est pas le casque original qui a servi. Ouais. Puis là, je veux faire le parallèle là, avec l'autre ancienne version. On dit vraiment les fresh. On a 11 fresh. Fait que l'ancien 46%, c'est des vrais. Mais pas ceux-là. Les 20, c'est des seasons comme tu dis. Puis les seasons, on connaît surtout ça par Macallan. Là. On peut ouvrir la parenthèse Macallan, qui a décidé de carrément acheter, je ne sais pas si on peut dire une distillerie, là, mais la place où ils vont faire leur sherry, leur Xérès. Puis sous prétexte qu'ils voulaient contrôler la qualité là, de leur fût de sherry. Et bon, on sait tout ce qui s'est passé après ça. Hein. Si on compare le fameux Macallan brun puis le nouveau noir, le noir goûte beaucoup plus le bois, le tanin, puis tout ça. Fait que, bon, contrôle la qualité, là, on comprend que c'est plus une question économique que d'autres choses là, pour peut-être qu'il y avait peur aussi de la rareté. Là. La Mais, demande de Macallan a été excessivement forte. T'sais, ils n'ont pas prévu il y a 15 ans que le monde allait virer complètement fou pour leur édition 15 ans, ce qui fait qu'ils ont été obligés de descendre, d'envoyer des séries qui étaient excessivement populaires, comme avant, il y avait des Macallan Cast Strength qui restaient sur les tablettes, la sac, c'était absolument drôle. Maintenant, c'est même impossible d'avoir quelque chose qui a une finition dans une gamme standard, dans un prix raisonnable, tellement ces fûts-là sont demandés, il y a un roulement incroyable avec ça. Fait que... À cette heure, on n'achète plus de Macallan parce que c'est pour avoir la qualité à un prix qui fait du sens, là, c'est impossible, là, malheureusement. Là. Bref, Mathieu, tu as une main levée, là, je veux te laisser la parole. Un peu d'informations à côté des casques saisonnés. Là. Il dit ici, sur tout, on vu que c'est blanc comme neige, Kilco, pareil. José et Miguel Martin, compagnie, originaire de Huelva, la région. Fait que, si on veut aller chercher un peu plus d'infos, José et Miguel Martin, c'est pas mal. Les producteurs là, qui ont été cherchés. Ça, c'est le fun d'avoir de l'information comme ça, de la provenance des cages. Je sais qu'il y a des geeks, plus geeks que moi, qu'eux autres sachent même que telle année, telles sortes de fûts qui proviennent de telle place, c'est des super bons fûts. Fait que là, des fois, ils voient ça en eBay, puis là, ils capotent. Là. Puis eux, ils donnent leur casque à Glenfarclas, Springbank. Ça donne... Ça donne... Springbank, ils ont-tu fait un finot, les autres? Je ne sais pas, non, je pense seulement. Je pense que là, ce que je peux voir peut-être bien dans la Sherrywood série qui s'en vient. C'est ça. J'en ai vu des éditions single cast de finaux. OK, oui, j'ai un 14 ans cast string de là, un maudit bout. OK, Springbank, ils en ont fait. Yes. Voilà. Non, c'est une de ce que j'ai lu pour embarquer par-dessus, Mathieu, je pense que cette compagnie-là, José et Miguel, sont avec
Kiloman depuis leur début, je pense en 2005. Là. Mais eux autres, c'est une petite compagnie familiale encore qui prend de l'expansion pour suivre la demande des marchés, mais je pense que ça sont dans le métier depuis au moins 25 ans, si je ne me trompe pas et plus. Fait que, c'est ouais. Ils ont des fûts de bonne qualité, j'imagine. Hein. En tout cas, côté notes, au nez, c'est très végétal. C'est genre quasiment du foin mouillé, de l'herbe, un petit peu de fruits acides au travers. C'est pas super puissant. Pour le 50 d'ABV, je m'attendais à comme plus poignant que ça, surtout que le final en disant que c'est normalement tranchant, c'est normalement comme plus acide, mais c'est relativement léger dans son thème, là. Au moins, on est. Ouais, j'ai quasiment des amandes. Là. Honnêtement, il y a quelque chose de crémeux aussi. Il y a quelque chose de laiteux presque. Là. Ouais. Je t'en rejoins beaucoup, Alex. Là-dessus, je veux dire, tu as dit tout de suite en partant, là, foin mouillé, végétal, c'est quelque chose qui m'est sorti en partant. Moi, j'avais fruits blancs, tu sais, la petite acidité, possiblement, sans mettre un nom dessus. Raisin blanc, ouais, j'ai l'acidité du raisin blanc, ouais, ça, j'ai ça. Et après une première gorgée, puis je suis retourné, j'avais de la minéralité. Je me disais, ça sent ça sent la roche. On dirait que ça me. Il est là, mon côté laiteux calcium. Là, la cire. Ça sent la cire. La cire. Ouais. Cire d'abeille. Le distillat de Kilcoman avec ça, peut-être que justement le punch est un petit peu moins puissant vu le distillat de Kilcoman qui est déjà à, je pense, 50 ppm. Ça reste. Il y a quand même une bonne petite tourbe en arrière de ça, un peu minérale. Mais c'est vrai que c'est très. Le nez, tu peux plonger le nez dedans, tu te brûleras pas. Là. Ouais, c'est quand même soft. Puis honnêtement, moi, c'est un finish que j'aime beaucoup, là, les finaux. Là, quand j'ai vu ça, là, je sais que j'aime ça, là, habituellement. Là. C'est quelque chose de particulier. Là. On pense au Cavalan Fino, qui est un autre bête carrément en dehors de ce monde, là, qui est vraiment là, dense en saveur. Là. On n'est pas là pantoute, là. Mais quand même, là, je reconnais l'essence de mon Fino. Là, j'ai mon Cardeas Fino à côté, je le reconnais. Mais entre les deux, là, c'est quand même similaire, là, je vais te dire. Là, fait que, je trouve ça le fun d'avoir un Fino 50% comme ça, mature, qui est quand même un bon batting, là, et qui est quand même facile à trouver. Là, je trouve ça le fun. Là. Un Pete Fino comme ça qui fait une espèce de rappel pour peut-être ceux qui ont aimé le Cardeas Fino. Moi, je l'ai aimé. Là. C'est pas le meilleur des Cardeas non plus, mais c'est un bel belle. Oui. Puis quand j'ai ça, là, une bouteille comme ça avec un 50%, puis le taux il est comparable, là, probablement. Là. 51,8 le Cardeas, puis 50% un Kiloman. On navigue dans quelque chose de comme ça. Là. Fait que, remplace la tourbe Lafrogue par la tourbe Kiloman, rajoute un peu de foin, puis tu sais, t'es là. C'est un peu ça. Tandis que le Lafrogue, tu vas être plus médicinal. Donc. Excuse, vas-y, ouais. Je sais qu'à rajouter, désolé, JP, je vais rajouter le fait, c'est super bon, tu sais, ça se laisse sentir. Tout, je suis désolé les boys, j'ai pris une petite gorgée tantôt. C'est le nez, comme tu as dit, un peu salin, un petit peu de tourbe, vert, foin, mais ça reste tout le temps, tu n'auras pas d'explosion d'arômes, là. Ça ne te pitchera pas à plein de places. Je dirais que c'est un petit peu plus, on va dire, linéaire, un peu comme produit. C'est sûr que c'est pas le produit le plus complexe non plus, là, on s'entend, là, on reste dans le milieu d'entrée de gamme, là, dans ma tête, là, c'est pas la grosse bombe non plus, mais c'est quelque chose qui tient très bien, là, je trouve, comme produit, puis le kick là, du 4% de plus, je le trouve intéressant, là, mais franchement, là, la finale est là où c'est que ça se passe. J'étais à 2-3 gorgées, puis j'essaie de comme, mettre en perspective. Là. Il y a le goût en bouche qui est le fun. C'est un petit entrée à la matière, c'est plus fruité, c'est plus fruits tropicaux, agrumes un peu au travers là, du côté acide, amande, puis le côté vraiment
de la tourbe aussi qui est encore là, comme plus un peu des cendres. Là. Mais la finale, ça reste longtemps, je l'ai encore. Je suis en train de discuter, puis ça sèche encore. Le côté sec aussi qui vient du finot, on le voit, là, j'ai l'impression que j'ai soif, là, je veux boire de l'eau, là, mais c'est juste l'effet que ça me reste parce qu'il est en train de glisser. Fait que pour la finale, là, ça, c'est un beau truc. Pour un produit jeune de même, là, la finale est vraiment le fun. Ouais, moi, je trouve que la finale est vraiment sur le raisin brûlé, on dirait. Tu as une espèce de sound, comme tu dis, là, quelque chose de cramé là, que tu as fait cuire, là, puis que tu as le brûlé dessus. Puis un raisin blanc. Vraiment, là, j'ai le raisin blanc. Fait que, je pense que il y en a assez pour plaire aux gens là-dedans. Là, je pense que c'est un produit qui va être quand même le fun pour beaucoup de personnes. Là. C'est un bon kick, un beau taux, un beau casse, une belle distillerie, un beau pic. Surtout pour le price point, pour le fait qu'on a très peu d'éditions finaux disponibles sur le marché. Fait quelqu'un qui veut juste essayer qu'est-ce que ça donne un finot dans ce type de sherry-là, parce qu'on pourrait aller aussi sur des finaux plus âgés comme du Manzanilla ou dans une autre direction du Palo Cortado. Mais ça, on tombe dans des trucs qui sont encore plus rares. Mais juste une catégorie de finaux dans une maturation. Fait que là, on a le plein potentiel du finot, même si c'est Kiloman, mais on ne va pas chercher plus que du 5 ans, 6 ans. Dans ce cas-ci, je pense que c'est un 5 ans plus ou moins 6 mois. Là, mais honnêtement, là, pour essayer ce type de finition-là, c'est bien fait, c'est pas déséquilibré. Le finot ne vient pas déranger tant que ça. Il vient donner une particularité à la tourbe, il vient donner un côté plus asséchant, plus sec, plus acide, mais jamais là, pour déranger. Fait que la maturation, elle a quand même été faite avec une bonne idée en tête sans aller chercher loin, parce que si on veut essayer de quoi d'autre dans du finot, c'est des éditions spéciales, c'est des trucs qu'on ne voit même pas de toute façon au Québec, puis même relativement rarement au Canada en tant que tel. Dans le monde du whisky en tant que tel, c'est ça, commencer à les nommer, là, les finaux, là, c'est pas bien long. Là, il n'y en a pas beaucoup là, dans le monde du whisky. Là. Mais effectivement, comme tu dis, moi je trouve ça le fun, là, avoir un beau fût comme ça. On n'a jamais vu de single cast finaux non plus. Moi, j'ai jamais vu ça. Ça aurait peut-être été le fun. Kayla, Kiloman, d'habitude, sont bons pour faire des trucs funky. Là, Kiloman, moi, j'aime ça parce que justement, on dirait qu'ils explorent tellement leur DTIA avec plein de fûts différents. Puis, contrairement à un Ardbeg où ce que ça prend tout on dirait, pour qu'il fasse quelque chose d'intéressant dans un autre fût, on dirait que c'est tout le temps bien fait, tout le temps bien équilibré, c'est tout le temps, on dirait qu'ils sont bons pour faire de l'expérimental, Kiloman. On dirait qu'ils sortent un finish tequila, mezcal, tout le monde fait comme, oh, pas sûr, puis là, le monde goûte à ça, puis on fait comme, ah, crème, ça se tient. Calvados aussi, mais Kiloman est né dans les whiskies jeunes puis les whiskies en expérimentation, c'est ce qu'ils font. C'est même qu'il y en a qui rient un petit peu de dire, ben, tu sais, je vais avoir toutes les éditions que Kiloman n'a jamais faites, je ne pourrais jamais les suivre parce qu'eux autres ne vont pas fonctionner, excepté justement des éditions comme le Finot Mature, le Cognac aussi de 2023, des éditions à 15 000 bouteilles. Ça se voit très peu chez Kiloman, à part leur série de base. Puis globalement, en plus, à chaque année, on a le droit à un Log Gorm avec une autre version. On a le droit à certaines. Tu sais, les batchs vont changer. Puis si on arrive dans leur section single cast, ben là, on se fait juste enterrer de choix sur le marché à pouvoir essayer à gauche et à droite. Puis dès que la législation change, ils vont l'essayer. Là. Mais est-ce que Mezcal, Tequila puis Calvados, ça a changé depuis très peu de temps, là, depuis que la Scotch Whisky Association a comme donné le feu vert sur une liste de casques supplémentaires. Ça fait pas si longtemps que ça, là, pour 5 ans, je pense. Puis 5 ans dans le monde du whisky qui a plus de 200 ans d'existence. C'est super court, mais ils sont déjà les premiers à essayer des choses là, funky, justement, dans cette direction-là. Fait que je veux dire, si on veut être servi dans de l'expérimentation, tu fais juste regarder Kiloman, puis tu t'en profites en essayant ce qui développe. Là. Ouais. C'était quoi déjà la production, mettons? On compare ça avec quelqu'un d'autre là, pour faire une ordre de grandeur. Ardbeg, c'est quoi la production en litres? Là? Ardbeg, juste pour donner une échelle de grandeur aux gens. Là. C'est quand même petit, là, encore, là, Kiloman. Là. On n'est pas dans une multinationale, puis c'est pas acheté par un Diageo. C'est pas détenu par un géant de ce monde, là, comme
un Beaumont, un Talisker, un Macallan, un si. J'ai l'impression qu'on a encore gardé l'essence traditionnelle là, du whisky. J'aime pas ça parler de terroir et tout ça parce que des fois, c'est juste une gimmick marketing. Mais j'ai l'impression qu'on a encore un bel apport agricole là-dedans. Tu le sens, le côté agricole encore dans le Kiloman. On sent que c'est aussi un gars qui tripe en arrière de ça. Anthony Wills, c'est un tripeux, là. C'est lui, là. Sortir plein de fûts différents comme ça, là, il doit triper, là, faire de l'expérimental puis tout ça. Puis en tant que geek de whisky, moi, c'est ce qui me rejoint, là. C'est bien plus qu'une mentalité plus conservatrice qui a de la misère à faire des finishes qui sortent un peu de l'ordinaire. J'aime bien mieux voir ça, puis que ça soit bien fait en plus. C'est bien plus dur de faire de l'expérimental qui est bon que de maintenir un core range tout le temps qui, finalement, quand tu tombes dans de l'expérimental, tu te plantes, là, un peu comme Ardbeg, où c'est plus difficile, on dirait, là, sortir leur ADN dans quelque chose de plus funky. On dirait que ça se prête un peu moins bien. En tout cas, moi, c'est ma perception que j'ai. Là. Mettons un fût de rhum dans Ardbeg, avec le drum, moi, j'ai pas tant trippé, mais un fût de rhum dans Kiloman, je trouvais que il était mieux fait qu'un drum, finalement, mais ça, c'est peut-être ma perception, c'est peut-être une question de goût. Mais bref, as-tu trouvé le. Oui, j'ai ton information, là, globalement. Kiloman ont doublé leur production en 2019 et sont arrivés à 480 000 litres par année. Ardbeg est à 1,1 million. C'est ça. On parle d'à peu près 2,5 fois des poussières, là, plus de production chez Ardbeg que Kiloman, qui déjà avait doublé en 2019, ce qui veut dire qu'avant ça, c'était beaucoup moins que ça. C'est 190 000 litres avant. Fait qu'ils ont 140 000 avant, à 480 000. Donc, ils ont quand même fait une grosse évolution au niveau de leur capacité. Mais ils se tiennent encore, même avec cette production-là, à faire l'édition 100% AELA à chaque année, qui est faite du grain à la bouteille sur les terrains de Kiloman. Fait que ça, il aurait pu la ditcher, ça fait longtemps, là, en se disant, mais on est rendu ailleurs ou blablabla. Ça continue de produire. Puis moi, c'est une des éditions que j'adore de Kiloman. Tu peux vraiment suivre comment ça évolue beaucoup plus que la plupart de leurs éditions parce que tu as une base de référence similaire. C'est du grain à la bouteille en 2018, c'est du grain à la bouteille en 2019, c'est du grain à la bouteille en 2020. Là, tu fais juste regarder où ça s'en va. Là. Vraiment génial à pouvoir y goûter chaque année. Ils sont rendus à quoi? 11, 12? Je ne sais plus. Je sais pas. Ils sont rendus à quelle édition? Là? Il me semble que ça. J'en ai acheté quelques-unes, mais. Lequel? De quoi? Et là? Le nombre d'éditions qu'ils ont fait Kiloman? Oui, sur ils sont rendus à 13e de ce que j'ai vu. 100% Barley, c'est ça? 100% est là. Le dernier est sorti le 11 septembre 2023. Fait que normalement, on va droit au 14 cette année. Ça, c'est une autre affaire. Hein. La plupart des distilleries, le grain, il n'est pas tout local. Là. C'est un peu ça. Ils peuvent pas, c'est impossible. C'est ça, parce que la quantité, justement, qu'eux autres vont avoir de besoin, mettons un Ardbeg, ça, là, ils n'ont pas le choix de faire venir les céréales d'ailleurs dans le monde. Là. Mais quand on est un petit joueur encore, peut-être c'est encore faisable ou avec des petites émissions très limitées comme un Springbank qui sort des éditions locales Barley ou des Cloman 100% est là, des choses comme ça. Fait que ça, c'est intéressant de voir encore qu'est-ce que ça change l'apport du grain par rapport à ça. Là, parce que. Il y a aussi un. Désolé, JP. Vraiment pas de problème. Il y a aussi un contrôle de qualité qui se fait avec ça. Et 100% ALA. C'est clair. Tu contrôles toutes les variables. C'est de A à Z. Tu peux gager la qualité de tes grains, de ton eau, de ta tourbe. Tu fais 100%, puis c'est leur tourbe aussi. Fait que ça, c'est quand même c'est un autre volet des fois, on n'y pense pas, mais sur Ayla, c'est de la tourbe qui est importée en bonne quantité pour être capable de suffire au marché. Puis on passe je serais curieux de voir les quantités de tourbes qui sont passées annuellement. Là, c'est sûr qu'il y en a en masse, là, mais ça doit être incroyable. Ah oui, puis tu sais, les articles qu'on va passer sur le côté écologique de la chose aussi est là. Clairement que
parce que ça, la tourbe à la base, là, c'était leur façon de chauffer, là, eux autres, là, dans le temps. Là. Ça pollue tellement. Puis je pense qu'il y en a encore dans des régions vraiment comme plus isolées là, qui font ça, puis essaient de faire en sorte que les gens n'utilisent plus ça parce que c'est extrêmement polluant là, comme façon de chauffer. Fait que nous autres, on fait ça pour du divertissement, dans le fond, là, pour faire du whisky. Fait que c'est sûr que d'un point de vue des écologistes, il y en a pour certains que c'est un peu du gaspillage écologique de faire ça, mais pour nous autres on se dit tout, ben voyons donc, c'est sûr qu'il y a des multinationales en Chine vraiment qui polluent beaucoup plus que l'industrie du whisky, mais bref, on pourra avoir la discussion assez longue. Mais ils ont fait des efforts là-dessus en Écosse. C'est ça la chose que les gens ne voient pas, c'est qu'en termes d'innovation, ça prend énormément moins de tourbes aujourd'hui pour le même résultat au terme de palette de goût qu'il en prenait il y a 50, 100 ans ou même il y a 20 ans. Fait que, avant, c'était vraiment que tout le processus était fait avec ça. Là, maintenant, ils vont utiliser probablement 10, 20 fois moins pour être capable de juste prendre un bloc de tourbe puis d'infuser le grain qui va se faire aider de sécheuses industrielles, de trucs comme ça, pour être capable d'avoir un résultat similaire pour une quantité de tourbe énormément moindre qu'à l'époque. Fait qu'ils font vraiment de l'effort. C'est juste que maintenant, si tu veux récupérer ce que tu as comme palette de saveurs puis que ton élément essentiel, c'est ça, dur à répliquer si tu ne l'utilises pas, mais tu peux l'optimiser, tu peux t'aider de technologie pour être capable de réduire le besoin ou la quantité nécessaire. Juste la façon qu'il s'était chauffé à la pelle et au bois avant, ça, c'est sûr, c'est plus la même chose. Là. Mais bref, si je reviens au Kiloman Finot, je l'ai à côté du 46, mais je pense que je distingue quand même une différence peut-être de qualité de fût là, par rapport là, 46, il me semble quand même être un peu plus dense en saveur côté qualité des fûts, même si c'est un 46, mais un dans l'autre, je trouve que les deux ils ont quelque chose de le fun. Là. Bonjour, mon cher Nicolas, tu te joins en direct avec nous autres. Yes, bonsoir, messieurs. Bonsoir. Fait que tu t'es déjà versé ça? Ben oui, déjà prêt. T'as le 50% ou t'as le 46% ou les deux? Non, j'en ai pas le 46, j'avais goûté. Puis le 50, là, justement, j'étais curieux là, de voir ce que ça allait faire, là, un petit kick de plus. OK. Moi, j'étais en train de dire qu'on dirait qu'un dans l'autre, c'est quand même assez similaire. On dirait que le 46%, les fûts ont comme un petit peu plus de torque, mais que l'autre côté, avec le 50%, on dirait que ça revient donner du torque un peu quasiment au même niveau. Je les mets un côté de l'autre, puis j'ai pas l'impression qu'il y en a un qui détonne tant par rapport à l'autre. Là, c'est étrange. Là. Mais effectivement, 50%, c'est un beau taux. Moi, je trouve là, pour une bouteille comme ça, pour un fût comme ça. Ben, je pense que toute la série des éditions spéciales de Kiloman est toujours à 50, comme un peu ce qu'Aaron avait fait avec leurs éditions de finition. Ils n'ont jamais dérogé du 50. Là, ouais. Avant, c'était 46, là, mais là, ils sont rendus sur une lancée de 50, on dirait. Là. J'aimerais ça que le Locgorm sorte à 50 aussi. Je n'ai pas vu ça. Je pense qu'il est encore à 46, hein, mais ça serait le fun. Un Locgorm à 50%, un Saneg à 50%. Un Saneg Castring, c'est que j'achèterais ça. plus, ça. Ouais, ils ont fait le Machir Makirbe, je pense. Makirbe, ils sortent. Hein. Ils ont fait deux éditions Castring de ça. Je pense que Pyroman, ils ont à peu près fait toutes les éditions possibles. Là. Ils en ont sorti un puis un autre. Là. Mais, les Simpsons du monde du whisky. Là, Kiloman l'a fait, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Est-ce que Kiloman l'a fait? Oui, c'est sûr qu'ils l'ont fait. Ouais. C'est ça qu'on disait tantôt. C'est tellement la distillerie, justement, pour avoir de l'exploration dans différents fûts. Leur distillerie, il est tellement versatile, il est tellement neutre, puis le monde qui ont goûté atteste, pas moi, j'ai pas goûté, là, mais apparemment que leur distillerie, il est tellement clair, il est tellement neutre que, justement, c'est ça, ça laisse tout l'espace, justement, à l'influence du fût. Fait qu'après ça, ça te permet de contrôler cette variable-là un petit peu plus directement, là. C'est peut-être ça qui fait en sorte, justement, que
ça donne des beaux résultats, même dans l'expérimental, contrairement à un hardback où le DCA il est clairement pas neutre, qu'on a une tourbe quand même assez particulière, plus goudron, on dirait qu'il y a des choses peut-être qui se prêtent moins à quelque chose de plus funky comme un drum, comme un rumcast. Moi, personnellement, ça. Parle plus du drum, s'il vous plaît. Il n'est jamais existé. C'était pas là. C'était une erreur de parcours. Il ne faut pas en parler. C'est ça. Les fans d'airbag, ils vivent dans le déni. Là, il y a le groove, puis après ça, il y a le black. Là, entre les deux, il n'y a rien. Mais parlant, Jean-Philippe, parlant de la tourbe là, que tu disais justement qui est comme peut-être plus discrète, là, qui se prête mieux à l'exploration, qu'est-ce que vous avez pensé de la tourbe dans celui-là? Moi, je trouvais qu'elle était particulièrement, on va dire, agréable ou délicate, je peux dire. Douce, ouais, c'est ça qu'on dit. Douce, c'est pas une tourbe agressive, on dirait que ça vient se déposer sa langue doucement, petite fumée froide, là, c'est pas une grosse affaire, justement, comme tu dis avec Hardbag, c'est très différent. Ouais. Puis le finot aussi, il fait en sorte que c'est délicat, c'est joyeux, oui. c'est tranquille. Il n'y a rien de gros arômes très agressifs qui va déranger quelqu'un qui est. En tout cas, je pense, là, un néophyte là, risque d'être plus facilement séduit par quelque chose comme ça qu'un Yougdale ou un Octomore ou une affaire vraiment puissant qui va y arracher. Il a arraché la gueule, pour dire. Le whisky, une belle ligne directrice, je pense que c'est Mathieu qui le disait tantôt, là, mais c'est vraiment, il n'y a pas de surprise. Ce que tu as au nez, ce que tu as en bouche, le goût se développe. On part de, moi, c'était plus le côté au début, herbal, foin mouillé, puis après ça, on transige, il y a un petit peu de fruits au travers, puis ça va vers la fin, puis là, ça s'assèche vraiment. Mais c'est une ligne directrice. Il n'y a pas d'explosion à la Yougdale ou à la Cory Frecan, que ça explose, puis qu'il se passe énormément de choses en bouche, puis qu'après ça, c'est d'autres choses en finale. Ça, c'est une ligne directrice, on la suit, on évolue un peu, puis on s'en va vers la fin, mais c'est vraiment bien fait. Il n'y a pas de pointe d'alcool désagréable, il n'y a pas de quoi qui n'a pas rapport là-dedans. Sur du finot en plus, qui normalement, c'est tranchant, c'est plus acide, ça va donner ce côté-là plus sec. Je trouve que la sécheresse, c'est le fun, parce qu'elle est juste en finale, principalement en finale, puis elle fait vraiment que je salive, puis tout ce que je peux faire pour m'abreuver, c'est en boire plus. C'est un bon problème. C'est un beau problème, effectivement. Mais oui, c'est vrai ce que tu dis. Au niveau herbal, j'ai trouvé, au niveau des notes, je l'ai trouvé très herbal, celui-là. Oui, il y a un petit peu de fruits, mais c'est sur les céréales, c'est sur le thym, un peu. Puis, tu vas chercher un peu de miel, un peu de honeycombs, un peu. Ouais, c'est céréalier un peu, puis après ça tombe dans un petit peu de fruits, par-ci par-là. Pas grand-chose, mais... à l'inverse de ceux qui ont déjà goûté au Lafrogue, Finot, initialement, lui, c'était du bourbon et après ça, du Finot. Puis je trouvais que le fruit était pas mal plus présent. À cause, probablement, qu'on avait une finition et non pas une maturation. Là, ce fruit-là, il peut juste venir d'une seule place. C'est la finition, peut-être le bois aussi, mais d'un point de vue très, très mineur. Puis là, vraiment, c'est très acide ce qu'on a comme fruit, agrumes ou à la limite ananas. Puis ça se traduit vite avec la tourbe qui est comme là pour pas le dissimuler, mais vraiment donner un côté proéminent, là, plus que le Cardéas dans le temps. Le Cardéas, c'est la tourbe, la frogaine qui va dominer en premier, puis après ça, tu as le fruit. Mais là, avec Kiloman, on a vraiment une tourbe délicate quand même. C'est quasiment une cendre, c'est quasiment quelque chose de brûlé, c'est quasiment juste un campfire, un feu de camp. Il y a une fumée qui s'équilibre, qui vient s'équilibrer mieux avec un fruit plus délicat qui provient du finot. Fait que j'ai l'impression que effectivement, on est plus harmonieux dans ce style-là plutôt qu'un Lafrogue Cardéas Finot, que lui, ça va être Tourbe Lafrogue en premier, puis qu'il va peut-être plus déranger pour certains. Mais moi, je l'aime aussi. C'est pas que je l'aime pas, mais c'est qu'il y a plus une personnalité qui va ressortir quelque chose de plus caractériel. Il y a plus de caractère dans une direction plutôt que
mon Kiloman Finaux, que lui, il est plus équilibré, il est plus balancé, il y a plus quelque chose d'harmonieux dans le résultat qu'on donne entre l'apport du fût de sherry avec les notes sucrées, vineuses, puis tout ça, versus la tourbe. Là. Mais... J'ai l'impression qu'il faut que tu y penses. Tu sais, comme moi, je le bois, là, puis à un moment donné, je m'arrête. C'est vrai, c'est tourbé. Ça. À un moment donné, on dirait, c'est comme, tu sais, on dirait que tu n'y penses plus tellement que c'est harmonieux. Là, tu sais, normalement, si tu prends, comme tu dis, un Ardbeg, ou même un Lafrogue, ou même la Gavelin 16, on dirait que c'est tout de suite, c'est ça qui je pense que c'est un petit peu comme on disait, c'est bien équilibré dans le produit. Oui, très. Tu sais, je pense que c'est un des points forts. Ouais. Parce qu'on pense à Kiloman, on ne dit pas c'est tourbé. On ne pense pas que c'est un produit tourbé en premier. C'est pas ça qu'on se dit. Oui, ça l'est, là, mais. C'est l'exploration des différents fûts. Ouais. Puis c'est un grain qui est tourbé. C'est pas, ça ne se veut pas être un Octomore qui célèbre la tourbe en premier, puis après ça, les fûts. C'est le contraire ici. Là. On veut l'influence du fût plus qu'autre chose. Mais. C'est un peu l'avantage inconvénient de faire des choses aussi, de faire de la full maturation. Parce que de la finition, tu contrôles énormément plus que tu connais. Parce qu'avec ton bourbon, tu es habitué, tu en fais pour toutes tes éditions. Tu comprends aussi que le whisky s'en va dans 1, 2, 3, 5, 6 ans chez Kiloman. Mais là, d'aller vraiment dans une pleine maturation sur des fûts qui soient nouveaux, Tequila Mezcal, Calvados, ou bien des fûts qui sont moins fréquents comme le Finot, puis d'arriver à un résultat comme ça qui n'est pas... C'est ça le danger. Là. Les pires de ceux, personnellement, c'est les fûts de rhum. Parce que dès que tu t'en vas vers un fût de rhum, c'est dénaturant extrêmement. Fait éventuellement, tu goûtes trop le rhum, tu te fais encabaner dans du sucre brun, de la canne à sucre, de la mélasse, puis là, tu ne trouves plus le whisky à l'origine, tu trouves juste comme la finition qui est trop invasive. Puis là, pour une maturation complète, honnêtement, je reconnais Kiloman sans aucun problème. Je vois aussi que ça s'en va, puis je ne suis pas dérangé par ça. Fait que ça, c'est un talent qui, personnellement, je trouve que Kiloman a, c'est de jamais s'en éloigner trop pour pas que ça soit trop dénaturé. Moi, je peux pas croire qu'ils n'ont pas expérimenté avec des fûts de mezcal ou de tequila, peu importe, avant les changements. C'est sûr qu'ils ont essayé. C'est sûr qu'il y avait 2-3 fûts cachés dans le warehouse. Ils disent, gars, rien que pour le fun. Juste, on va voir qu'est-ce que ça donne. C'est sûr qu'ils se sont essayés. Avant de sortir des produits, là, avant de se lancer dans des productions pour faire des éditions full mature ou finish, là. C'est sûr qu'ils ont expérimenté, quitte à pas le sortir. C'est pas important, là. Un Anthony Wills qui essaie tellement plein d'affaires comme ça. Oui, c'est certain. Je pense que ça serait quasiment... ça me surprendrait pas qu'il ait déjà fait des tests pour lui, parce qu'il n'a pas le droit de le mettre en marché. Non, c'est ça. Mais il n'y a rien qui est interdit de tester. Je peux pas dire quelle distillerie, mais j'ai déjà goûté à des whisky finis dans du Calvados avant que la loi passe. C'est ça. Fait que oui, il y avait des essais qui se faisaient. C'est clair. C'est juste que tu peux pas dire qui, quoi, comment, là, mais c'était de l'expérimental. C'était les sample bottles, puis c'était fait pour comme essayer des choses, mais je pense qu'il y avait déjà une idée que ça allait devenir comme intégré parce que, tu sais, là-bas, tout le monde se jase. Il y a une association qui représente des membres. Fait que je veux dire, quand tu poses dans une direction pour inclure des choses puis que ça va bon train, ben, le monde se sont dit, hey, on va essayer des choses. Fait que, il y avait des essais préliminaires, puis ou comme Passbox dans son coin qui devait comme le faire illégalement puis juste s'en foutre. Là. Ça aussi, c'est leur tendance. Tu vas-tu ajouter ça à ton bord, Clément Finot? Ben, pour vrai, j'aurais pas de misère à acheter ça puis demander à un de mes chers clients de me servir, que je me sers un verre puis je sers un verre en même temps. Pour vrai, honnêtement, ça serait quelque chose qui serait le fun à faire introduire les gens. Moi, je trouve que c'est un beau produit pour justement des gens qui sont plus néophytes puis qui restent plus d'apprécier qu'un gros Ardbeg, un gros Lafrogue ou quelque chose de plus dominant, là, de plus particulier. En tout cas, je pense que c'est quelque chose qui... Un peu comme un nectar d'or, j'aime pas ça donner ça comme exemple, là, mais tu sais, quand on tombe dans le vin blanc et ces choses-là, souvent, c'est pas fou. Monsieur Clotmo, il est allumé, on parle du nectar d'or.
Ton J'ai d'ailleurs, mais là, introduit, celui-là. oui. Tu sais, le nectar d'or, il est à quoi? 43%, 46%? Hey, attends un peu, j'ai de quoi à 50, là? Il goûte à ça. Oh, 50? T'es sûr? Oui. Mhm. Le raisin et la lime, hey, pour vrai, oui. Ça se prête bien au jeu, là. C'est un bon produit. Sérieusement. Ouais. Ouais. Je serais curieux de le Malgré faire. sa jeunesse. Parce que on pourrait dire, des fois, il s'affine en vieillissant, il devient plus tempéré, moins raw Ouais, in mais your face. c'est juste un 5 ans, je crois, hein, à ma Ouais, connaissance. c'est Là. 5 ans. C'est pas vieux. Et pourtant, Tu Pourtant, mets il ça à y a côté d'un quand même de la belle Weebeastie, là. influence. Ouais. Quand Il y a tu de la prends ça, tu belle prends un influence. Weebeastie de 5 ans, là, c'est pas le même game, là, on s'entend. Là. Je veux dire, non. Pas le même prix. Mais, je comprends l'idée. Il n'y a pas le même travail, ça c'est sûr et certain, parce que d'arriver à un résultat comme ça, puis de faire l'assemblage qu'ils ont fait, ils l'ont fait une fois en 2020, je pense que ça a été un bon test drive, puis il a été bien réussi. Je n'ai pas goûté personnellement, de ce que JP dit. Si tu arrives à dire que les deux sont similaires, c'est qu'ils ont très bien réussi de refaire un assemblage avec probablement des cases différents, puis de jouer un petit peu avec ce qu'il y avait disponible pour donner cette édition-là. Honnêtement, là, je ne serais pas fâché s'il en sort un dans 2 ans, de le racheter pour essayer de voir s'ils sont sur le même lancé, parce que c'est honnêtement très bien fait. Ouais. Ben, en termes de puissance, les deux sont quand même assez équivalents, ben, franchement. Là. Peut-être le 46%, il y a plus de crémeux puis d'onctuosité, mais plus dans le nez, mettons. Là. Mais c'est ça, le 50%, il y a un petit peu plus de kick, mais quand même, quand je les mets un à côté de l'autre, on dirait que ça se tient les deux. Là, fait qu'il n'y a pas. Je pense pas que quelqu'un qui a aimé le 46% va arriver dans le 50 va dire je l'aime pas ou j'aimais mieux l'autre. Je pense que les deux s'équivaut quand même pas pire, puis ça continue une belle lignée. Puis je trouve le 4% de plus est un bel ajout. Il est le fun. Ils ont encore bien fait ça. Puis tantôt, là, j'étais dans le côté beurré, amande, puis tout ça, puis je pensais à ça. C'est peut-être parce qu'on disait aussi que les finaux, c'est jamais de l'européen, c'est toujours du chêne américain qui ne voulaient pas prendre des fûts de chêne européens à cause que ça allait donner un résultat trop tannisé puis tout ça. Fait que, puis on le sait, hein, le chêne américain avec le bourbon puis tout ça, il y a tout un côté un peu beurré, crémeux puis tout ça. J'ai l'impression qu'il y a une petite connexion de ça qui s'est conservée à travers ce chêne-là. En tout cas, mon hypothèse, là, j'ai l'impression que ça vient de là, lorsque j'ai détecté mes petites amandes, je ne sais pas trop, un petit beurre, une petite tuile, là, je ne sais pas trop. Là. Ben, le côté amande, il est reconnu de venir du finot, par exemple. Ça, c'est un des thèmes qui va revenir souvent. Sec, amande ou noix, plus le côté acide. Ben, c'est ça. Fait ça veut dire que s'ils prennent jamais de l'européen, ça vient tout le temps d'Amérique, c'est peut-être de là aussi que ça vient généralement. Là, mais bref, on spécule. Ben oui, c'est la beauté de ça. Je vais lui donner un défaut, par exemple. Il est bon, il est bien balancé, il fait extrêmement bien le travail, mais il manque de complexité. Ça le pousserait beaucoup plus loin, d'aller plus large, mais je ne sais pas si c'est la limitation due à la finition. Mais moi, je me rappelle de certaines éditions finaux qui allaient beaucoup plus loin en termes de personnalité. C'est pour ça que ça prend un certain temps. Honnêtement, je bois ça les yeux fermés, puis sans problème, là, je vais en avoir un, mais c'est pas quelque chose qui va être exceptionnel dû au fait que ça va pas assez loin. J'ai l'impression qu'il manque. Tout est bien fait, mais tout est subtil, tout est léger, tout est en longueur. Ouais. Il manque quelque chose pour l'amener plus loin, mais en soi, c'est très bien. D'accord. Complexité moyenne entrée de gamme, mettons, c'est peut-être son défaut, là. C'est qu'effectivement, il fait un peu plus entrée de gamme que gros stock complexe qu'on a l'impression que il y a plein de choses qui se passent, puis là, tu sens, puis là, tu commences à divaguer parce que tu vas aller chercher plein de choses. Là, effectivement, tu as quelque chose de plus straightforward, puis c'est un peu normal là, dans un matcher aussi. C'est l'expertise de Kiloman, c'est d'aller chercher ce type de palette de saveurs-là sur des whiskies très jeunes. Il arrive à se rendre là avec du stock de 5 ans d'âge. Moi, je trouve ça fabuleux, mais de le prendre puis de voir, contrairement à des whiskies dans des types similaires, puis regarder aussi que la complexité peut se rendre sur des fûts de finaux ou n'importe quelle finition.
ça reste un produit qui est assez unidirectionnel puis qui gagnerait à. Je serais curieux de voir plus de maturation ou plus âgé, mais c'est pas la force à Kiloman non plus. Là. Puis ça se peut, parce qu'on parlait là, en début, là, on comparait, on disait, mettons, que la batch de 2023, c'était des casques qui ont été seasoned. Je n'ai pas trouvé d'informations sur la durée du seasoning, mais tu sais, le produit aurait-tu gagné en complexité de le faire seasoner plus longtemps? Il doit y avoir des normes standards de dire, ben, seasoning, c'est 2 à 3 mois versus, tu sais, comme. Ça, c'est un des mystères du whisky. C'est ça. C'est un tabou, c'est mystérieux, on n'aura pas de réponse là-dessus. Ça, c'est clair. Rempli vide, puis c'est season, arrosé, là. La meilleure expérience que j'ai jamais faite pour vraiment voir qu'est-ce qui peut avoir un impact sur quoi que ce soit, c'est la gamme expérimentale de Buffalo Trace. Les autres se sont dit, on va prendre l'entièreté des variables, là, puis on va se donner comme but de drill down le plus possible. Fait qu'on avait 2 whiskies. C'était 10 ans d'âge de Buffalo Trace. La même partie de l'arbre, la même forêt, le même, ils sont allés chercher à tant de pouces pour avoir le même tonneau, la même étage sur la même hauteur du sol. Dans un entrepôt du côté droit, il était en terre battue. L'entrepôt à gauche était en sous-sol de béton. Après 10 ans d'âge, tu goûtais 2 produits. Absolument pas les 2 mêmes produits. Ça n'avait aucun allure. Il était un à côté de l'autre, les entrepôts. La seule différence qu'ils ont pu mettre pour changer la variable, c'est l'entrepôt avec le sous-sol, pas le sous-sol, mais le plancher en béton, puis l'autre en terre battue. Ça a fait qu'il y a eu un changement d'humidité, puis sur 10 ans d'âge, le whisky est allé dans complètement une autre direction, puis l'autre est allé dans un autre. Puis là, tu avais 2 whiskies complètement différents en réduisant le nombre de variables au maximum. Fait, c'est sûr, Martin, si on se dit, on seasonne un peu plus longtemps, on les garde un petit peu plus longtemps, on les change de place, on les déplace dans la distillerie, on pourrait arriver avec d'autres choses qui n'ont complètement pas d'allure, contrairement à ce qu'on goûte là. Mais ça fait partie du monde de faire des essais puis d'essayer de ça peut se rendre. C'est un bel essai, là. C'est un bel essai. Le seasoning. On a fait une erreur, on va l'embouteiller. Non. C'est l'Ambourak. L'Ambourak, ouais. Mais l'Ambourak, c'est bien. Jusqu'à temps que le monde se mette à réutiliser ce qui était vraiment une erreur legit de Kiloman, qui était d'avoir mélangé les choses qui n'étaient pas supposées. Puis là, après ça, ça a été repris un peu dans le marché de distilleries qui utilisent beaucoup de marketing pour faire des éditions un peu basées là-dessus. Là. Mais bon. Trendy. Oui, allez, Mathieu, tu essayais de parler, là. Ouais, ben, dans le fond, le Palomino Fino, qui est le vin, le cépage, le raisin blanc utilisé pour le Fino, là, le Sherry Fino. Le seasoning, souvent, c'est pour ôter certains tanins dans le bois. Je dis pas qu'ils ont utilisé ça pour comme laver leur casque, mais ça peut être utilisé pour laver les casques aussi. La durée de temps, là, c'est selon ce qu'on veut. Peut-être bien qu'à 50%, justement, les autres, c'était quoi? 11 fûts, 11 Sherry Butt, puis un refill. Peut-être qu'ils n'ont pas été saisonnés. Ils ne disent pas, les autres. Dans 46%. Le 50%, là, ils disent season, là, ils disent 20 fûts season. Le 46%, ils disent c'est des first fill puis un refill. Fait que dans ma tête, c'est pas des seasons. Si c'est des first fill, c'est des. Puis que c'est un refill, ça veut dire que c'est un vrai, puis là, ils l'ont utilisé une fois, puis ils l'ont refill. Parce que sinon, ça peut pas être un season refill. En tout cas, je ne penserais pas que ton season peut être réutilisé à ce point-là. Là. Déjà, c'est juste un season. Mais effectivement, un season, j'ai l'impression qu'ils vont direct du pouce, puis ils regardent si ça a l'air d'avoir du sens. Puis, je pense pas qu'il y ait une grosse science de la technologie derrière ça pour dire que ton season il est assez season. Non, ça ne me dit rien. Là, puis, effectivement. Il va peut-être inventer un nouveau terme, là, le season strength. Puis là, il va être genre plus season. Ils prennent leur. Mais tu sais, quand tu dis la Scotch Malt Whisky Association, whatever, là, ils veulent mettre les règlements. Puis là, on va te permettre de faire un tequila. Pourquoi tu ne mets pas des
un framework, un cadre pour dire, écoute, tu vas appeler ça season. Là. Ben, season, là, il faut que ça aille tremper au moins 2 semaines, là, ou 3 mois. Au lieu de dire, écoute, pour Macallan, season, c'est une demi-journée. Pour Kiloman, c'est 3 semaines. Pour Glenmorangie, c'est 2 mois. Il y a aussi la qualité du jus que tu vas le season, on s'entend, parce que Macallan, là, ils jettent ou ils font du vinaigre avec qu'est-ce qui reste là-dedans. Fait que clairement, là, c'est pas du Xérès que toi et moi, on serait capable de boire, même si on ne traite pas sur le Xérès en partant. Là. Je ne sais pas pour vous autres. Là. En tout cas, moi, pour avoir goûté de l'Orosso et du PX, pas quelque chose que je serais tenté de boire individuellement comme ça. Puis pourtant, ça donne des beaux résultats avec des définis avec le whisky, parce qu'il y a des arômes qui se gardent, d'autres qui ne se gardent pas. Mais bref, pour faire du season, puis que Macallan, la quantité qu'ils vont aller chercher pour le jeter après, ou faire du vinaigre avec, c'est clairement pas du sherry de haute qualité, mettons. On va se le dire. Puis tu as raison. Puis moi, j'ai essayé parce que moi, je suis un gars qui trippe. J'aime bien les whisky en fût de sherry. Puis j'ai reçu une bouteille de sherry. Tu sais, je ne peux pas dire être témoin de la qualité de ce sherry-là, mais quand je l'ai senti puis j'ai goûté, j'ai fait oh, c'est donc. Après ça, ça a comme quasiment tué mon amour de whisky. J'étais comme là, je ressentais le mauvais souvenir de ce que j'avais bu ou goûté versus. Là, je me conditionne. Je me conditionne. Oui, to be fair, j'avais cette impression-là aussi parce que c'est des arômes désagréables qui restent coincés dans la barrique et qui n'est pas transféré au whisky pour le côté aigre et amer. Là. Mais j'ai goûté, puis c'est assez récent, je pense, c'est semaine passée, sur recommandation de quelqu'un, un sherry, mais de bonne qualité qui était vraiment vieilli. Honnêtement, je n'ai pas détesté ça. Ça ressemble quasiment à un Porto plus sec, plus sur le cuir, mais c'est liquoreux, fait que vin fortifié. Puis honnêtement, de bonne qualité, surprenant. C'était agréable. C'est clair que n'importe quoi de bonne qualité, là, il y en a du bon. Là. Même si tu dis que tu n'aimes pas la tequila parce que tu as déjà été malade dans le passé, il y en a des excellentes tequilas sur le marché. Même si tu dis que tu n'aimes pas, peu importe le nom de l'alcool, c'est clair qu'à un certain niveau, là, il y en a du bon. Je suis convaincu de ça pour avoir été flabbergasté une couple de fois par rapport à ça. Puis, comme tu dis, fort probablement que des Oloroso, des PX ou peu importe le type de Xérès que tu vas aller chercher, il doit en avoir des très entrées de gamme, il doit en avoir des très hauts de gamme plus goûteux qui se boivent mieux comme ça aussi. Là. C'est relativement unidirectionnel quand même, comme quand je bois un vin de Sauterne ou un Porto. On s'entend que tu n'es pas étonné d'avoir 3-4 arômes top dans une belle ligne directrice de vin fortifié avec une saveur ou deux là, qui a mise de l'avant parce que c'est fait pour ça, c'est du vin fortifié. Mais honnêtement, d'avoir la différence, d'avoir de quoi, je serais curieux comme d'essayer un bon Finot. J'ai jamais bu comme un Finot autre que, juste pour goûter. Fait que juste, hey, ça donne quoi, un Manzanilla ou un Palo Cortado, mais de bonne qualité. Vraiment avoir comme aussi que ça peut se rendre. Ça ajoute quand même une idée des saveurs que ça pourrait octroyer ou pas sur certains alcools que des fois, on fait comme, c'est fini là-dedans, ça va donner X, Y, Z. Bon, mais peut-être autre chose si ça serait de bonne qualité ou si ça perdure longtemps dans le casque. C'est des belles exercices à faire, des dégustations que j'adorais organiser. C'était les back-à-back. Fait que whisky vient dans un fût de sherry avec le sherry. Et un whisky finit en fût de sauterne avec la sauterne. Puis tu essaies de décortiquer qu'est-ce qui traverse la barrique. Parce que le sherry, c'est toujours la plus grande surprise parce que le monde goûte à ça. Puis les éditions d'entrée de gamme, puis de mi-de-gamme même de Xérès, c'est toujours comme amer, aigre un peu, le cuir sec. C'est pas des saveurs d'or et d'emblée agréable, mais quand tu fais goûter le whisky qui est la type comme Aberlour Abounad ou Glenfarclas 105, ils font comme « Wow, c'est chocolaté, c'est fruits secs, c'est ça. » Ben, c'est ça, c'est parce que les trucs désagréables, ils ne se sont pas transférés, puis chimiquement, ben, on se retrouve avec les résultats que tu as là. Fait que c'est quand même des beaux exercices à faire. J'avais comme idée, justement, quand j'allais chercher ma bouteille en fin de semaine, peut-être de m'acheter une bouteille de Finot ou quelque chose, comme pour avoir comment je peux commenter quelque chose sans avoir goûté au produit, ou mettons, je ne sais pas, le Kiloman cognac, ou tu n'as jamais bu de cognac, c'est dur d'aller chercher
Mais je regarde à SAQ, là, je tape Finot Sherry, il y a 12 produits, puis certains ne semblent même pas Emilio être Lusto. Là, comment? Ouais, non, probablement qu'il va falloir aller en Espagne pour avoir des bons produits comme ça, nichés. Là. Déjà qu'on a de la misère à avoir du bon whisky. Là. Du Pinot Sherry, c'est encore plus niché, là, on s'entend. Là. On a envoyé un courriel à Miguel. Il va sûrement nous donner Mec s'appelle José y Miguel. Miguel Martin. Martin. Ouais, ben, il y en a quelques-uns. Martin et Miguel. Oh là là. Non, ici, là, le Puerto Fino Solera Reserve. Probablement pas dans mon coin de pays, mais non, effectivement. Il y en a à Rivière-du-Loup, par exemple. Cabral Branco Pinot. Rivière-du-Loup. On descend à Rivière-du-Loup. Des fins connaisseurs. Il va falloir aller en Espagne. Là. C'est là que tout ça passe. Là. L'origine de toutes nos fûts de sherry, c'est tout en Espagne. Là. On s'achète une maison pour l'hiver en Espagne, puis l'été, on les passe en Écosse. Fait que, au lieu d'aller être snowbird en Floride, on a deux C'est pas maisons. ta maison derrière, là? C'est pas une maison chez le Kiloman? Du concierge. Il va Mon cottage. Il a pris tous ses foot squares de la frog, puis C'est fait une tradé. cabane. Stacké, là, une tente. Ouais. Bon, les gars, moi, je Yes. sors le tour de table pour notre Parfait. grosse conclusion Yes. de si vous avez aimé ou pas aimé. Là. Je peux partir le bal. Pour moi, c'est un go. J'avais aimé l'édition 46 puis quand j'ai vu qu'il y avait une nouvelle version 50 déjà, j'étais vendu. C'est sûr que j'achète ça. Là. J'avais déjà beaucoup aimé le 46 puis avec un 4 de plus, je trouve que 50 c'est un très beau taux. Là. Mettons 46 minimum, puis mettons 46 à 58, c'est un bon gauge de taux. Fait que quand tu arrives avec un 50 là, j'aimerais ça que tous les whiskies soient à 50 minimum, mettons. Là, puis je serais bien heureux. Fait que là, un kick d'alcool de plus que je trouve très bien fait, là, qui est un très bel apport, mettons, là, au produit, là, que je trouve qui aurait pu aussi ne pas marcher, on s'entend, là, que ça aurait pu être plus astringent, puis l'alcool fait ressortir l'acidité, on a déjà vu ça dans d'autres produits. Mais là, c'est pas le cas. Ça reste délicat, bien équilibré, bien fait overall. Manque de complexité, effectivement. Je suis d'accord avec Alex. C'est pas le scotch le plus complexe que j'ai vu, que j'ai bu de ma vie. Et c'est correct aussi, ça ne se veut pas ça non plus. Là, on s'entend que c'est une édition limitée qui, bon, à ça qui est plus cher qu'ailleurs au Canada, mais mettons que 150 autour. Il est supposé être 150 Canadiens autour de ça, fait que je vais le juger pour un 150 Canadiens et non un 186, je pense. Hein. Ouais. Fait que, parce que 186, c'est peut-être un petit. Ça commence à être rendu quasiment à niveau single casque. Mais pour un 150-ish, je trouve que c'est une très belle édition. Je recommande autant aux débutants que ceux qui aiment la distillerie Kiloman, que ceux qui aiment les finitions en vin blanc. Peut-être ceux qui vont s'entendre dans une grosse bombe de tourbe vont être déçus parce qu'effectivement, c'est une tourbe qui est très délicate. Peut-être que ceux qui ont qui aiment juste là, vraiment les grosses influences de casse, là, les gros sherry bombs vont être déçus parce que c'est pas un sherry, c'est un sherry finot, mais un sherry, des fois, il faut faire la part des choses aussi. Il faut comprendre qu'un sherry finot, c'est pas un sherry Oloroso, PX et compagnie. Et pour moi, donc, si j'avais à mettre une note autour de 85-6, je te dirais, 6 peut-être. 86 pour moi. 86 pour moi, je pense que je termine sur 86 parce que ça se boit bien. Ça se boit bien. C'est juste quelque chose que je trouve que je pourrais ne pas réfléchir, boire, puis avoir du plaisir. Puis, ça va bien dans la même phrase, hein? Pas réfléchir puis boire, me semble, moi, j'aime ça. Souvent, tu bois et tu réfléchis plus, mais tu sais, les deux. C'est dur de réfléchir beaucoup quand tu bois beaucoup, c'est ça? Ouais, ça dépend. Fait que, mettons, Martin, tu veux continuer?
Ouais, écoute, là, j'avais un dilemme parce que j'aime bien le produit, sérieusement. Je te rejoins sur autant quelqu'un qui aime la tourbe va s'y retrouver. Peut-être pas avec le niveau d'intensité. Je pense que c'est un bon produit pour peut-être quelqu'un qui veut aussi c'est pas s'initier à la tourbe de par sa légèreté ou c'est pas le gros coup de poing dans le visage d'une tourbe assez solide. C'est sûr que pour un débutant, de sortir, d'allonger 180 comme premier test, non, peut-être pas. Mais là, c'est parce que je regardais le produit qu'on a vu la semaine passée, le Talisker, là, édition. Puis là, je dis, ouais, la semaine passée, je donnais 87, 88. Là, je suis comme, je l'aime un petit plus. C'est ça, de comparer, tu dis, ouais, c'est pas pareil, mais il me semble que je l'aime un peu plus, fait que j'ai comme pas le choix d'être plus. C'est ça créer une base de Tu peux référence. dire que c'était une erreur, ton 88 de Ouais, Talisker. peut-être aussi. Je pourrais me donner un droit de revisiter mes scores. Tu vas amender ta note. Ouais, j'essaye souvent j'ai une liste ici qui m'avait été fournie par quelqu'un. J'ai trouvé ça sur Internet, mais c'est tout le temps là, entre 90 et 92. C'est excellent. J'en achèterais une caisse. Je ne sais pas si j'achèterais une caisse de celui-là. Fait que, mettons entre 87 et 89. Là. J'aimerais tout le temps avoir une bouteille. Fait que, je pourrais rester dans ces eaux-là. Là. Fait que, ouais. Ouais, Je vais peut-être ça dépend toujours aussi de l'échelle de notation, puis to be fair, parce que c'était tellement mélangé quand je me promenais partout. J'ai été obligé de me faire ma propre échelle de notation parce que des fois, je voyais quelqu'un qui mettait ça, mais son échelle voulait dire ça, puis moi, c'était pas ça. Exact. Puis c'était partout. Fait que quand tu fais la tienne toi-même, puis tu es comme, ben moi, ma référence, c'est ça. Ça fonctionne un peu comme ça. C'est-tu un bon whisky de semaine? C'est-tu une belle expérience comme plus intéressante? C'est-tu un facteur wow? C'est-tu exceptionnel? Puis tu fais des références, tu builds tout ça. Sinon, tu t'éparpilles tellement rapidement que. C'est de garder Ouais. ton échelle. Tu t'en prends une, mais stick with it. Là, fait que d'une semaine à l'autre, tu changes d'échelle, c'est sûr que ça ne marchera pas. Là. Moi aussi, là, mettons, en haut de 90, c'est vraiment des très bons whisky. 90 et plus. En bas de 80, c'est des affaires que je trouve qu'il y a des défauts que j'aime pas. Sinon, entre les deux, c'est là que ça va jouer. Sinon, c'est rare, là, je vais dire qu'il y a une note de 50 ou une note de 97. Mais tu sais, ça veut rien dire dans les faits, là, tous ces chiffres-là. On met des chiffres pour se donner des points de repère puis essayer que justement les gens soient capables de donner un point de repère par rapport à un autre. Là. Mais j'ai toujours été un peu sceptique là, avec l'approche de notation d'un whisky. Fait que je me dis, ça veut rien dire dans les faits. Là. Non, mais c'est que personnellement, tu vas mettre des trucs, est-ce que c'est moyen, c'est bon, c'est très bon, c'est excellent, c'est exceptionnel. Puis au travers de ça, ben, tu te mets des barèmes, mais les deux seuls facteurs, honnêtement, que je me suis toujours fié pour dicter quoi que ce soit, que tu adores un certain thème ou pas, c'est la balance, c'est l'équilibre, puis c'est la complexité. C'est les seuls deux facteurs que je me fie. Fait que, globalement, ça peut être de quoi avec des saveurs que j'adore, mais que, au final, il y a beaucoup d'enjeux au niveau de la balance, puis de l'équilibre, puis de la complexité, puis tu te rends moins loin que tu devrais, même si tu aimes les saveurs que tu retrouves, alors qu'un autre qui est de quoi d'atypique, comme disons, il y avait certains qui m'amenaient des whiskies de maïs ou de blé, tu fais comme, waouh, il y a plein de choses là-dedans, même si ce n'est pas un produit ou même un style de whisky que tu aimes. Avec ces deux facteurs-là, ça te dissocie un petit peu plus, mais tout est subjectif. Tu ne peux jamais t'en sortir de dire que tu vas avoir une préférence sur un whisky qui est pité parce que tu triples là-dessus versus un sherry ou un Speyside plus tranquille. C'est le danger un petit peu. Moi, dans ma tête, j'ai toujours eu un peu cette espèce de notation-là de dire à quel point c'est complexe puis à quel point c'est bon dans la gueule. Tu sais, c'est un peu mes deux gros facteurs. Puis effectivement, l'équilibre dans tout ça, des saveurs, à quel point c'est bien fait techniquement, que c'est réussi. On dirait que j'ai l'impression que ça représente plus. Mettons que si je pouvais noter là, chacun de ces facteurs-là, je trouve que ça serait plus représentatif qu'une note globale, que tu notes n'importe quoi comme ça. Là, ouais, effectivement. Là, mais parce que un whisky qui est super complexe, mais que je trouve pas bon au goût, c'est pas mieux qu'un whisky qui est pas complexe et qui est super bon au goût. Puis un peu là-dedans, tu as de la part de la façon que c'est fait, c'est intégré. On n'arrête pas de nommer Ardbeg Drum.
Clairement, moi, je trouve qu'il y a un problème d'équilibre, qu'il y a un problème qui a été fait, qui a été mal assemblé, mais que ça aurait pu donner un bon résultat parce qu'il n'est pas complexe, parce qu'il n'est pas bon dans la gueule. Peut-être quelqu'un va le trouver super bon dans la gueule. Peut-être qu'un peu de rhum va triper là-dessus parce qu'il va C'est retrouver ça. son rhum plus que le whisky. Puis lui, dans sa tête, c'est un produit qui est bien fait. Inversement, tu le vois de l'autre point de vue, tu fais comme, mais c'est déséquilibré, il n'y a pas de balance. À ça, tu ne retrouves pas le whisky. Puis, bref, le débat Mais finit. il y a des gens qui adorent le drum. Là. On en parle là, parce que c'est controversé, mais des gens qui l'adorent. Ouais. On veut des noms. Attends une minute, là, on veut des On noms. veut des noms. Ouais, c'est ça, je veux une liste. Mais ce que tu dis, Alex, c'est un petit peu ça, moi, je vois dans ce sens-là, c'est que c'est un produit. Moi, je donne 86, puis même là, je trouve, tu sais, je tente 85, 86 parce que je peux pas donner plus. Parce que, comme tu disais, ça manque de complexité. C'est un produit, si je peux le définir en un mot, je vais dire passe-partout un peu. Là. Puis, c'est sa force, mais c'est son talon d'Achille en même temps. Parce que, justement, c'est passe-partout. Tout le monde peut apprécier ça, mais justement, ça manque de complexité. Un vétéran, va trouver ça, va rester un petit peu. Je vais rester sur ma fin dans une Ouais, soirée c'est ça. d'équitation. Va rester sur sa fin, là. C'est-à-dire le bec à l'eau, là, mais ouais. On va rester sur sa fin. Parce que justement, il manque. Je trouve qu'il manque certains éléments là, pour permettre de mieux noter peut-être. Là. Mais c'est bon, comme on dit, on aime le mix, on aime les saveurs qu'on y retrouve, il n'y a pas de surprise. Puis c'est ça qui fait que c'est un bon whisky, c'est un bel équilibre. Mais en quelque part aussi, là, c'est sa faiblesse. Fait que je vais dans ce sens-là aussi. Good, ben je vais continuer. Ça, comme bien dit, j'ai juste pas mis de numéro, mais ça va être dans cet horizon-là. Ça va être sûrement dans le coin de 86 aussi, 85, parce que ça donne un super bon. J'ai trouvé le Madère, disons, de la même série, mieux faite, plus riche, plus d'éléments au travers de ça, qui me donne comme de la même série. Il aurait pu aller plus loin. Fait que ça va être dans ces alentours-là. Je vais le revisiter, c'est sûr, pour avoir une meilleure idée. Mais c'est ça qu'on se rend tout compte. C'est comme, je le bois, c'est génial. Mais je sens que j'ai fait déjà le tour. Puis ce que je vais regoûter par la suite, je vais retrouver des éléments, mais je n'irai pas vraiment comme énormément plus loin que ce que j'ai déjà vu. Puis, tu sais, tout est sur une belle ligne directrice. Fait que c'est le même thème qui est poursuivi. Il n'y a pas de surprise là-dedans. Il n'y a pas de choses qui vont tirer dans une direction vraiment ailleurs. Fait que ça va tourner autour de ça. Moi, j'ai une petite crainte, là, c'est que ça s'efface avec l'oxydation, le kick d'alcool que je trouve le fun. Ah, c'est pas impossible. Pourrait. Si ce petit kick-là s'efface avec l'oxydation, il va perdre quand même pas mal de points, je trouve, parce que sinon, c'est ça qui est le fun, c'est le caractère de ça. Si tu enlèves le caractère du kick du 4% de plus, tu le ramènerais à 46% équivalent à l'autre, mettons, là. Puis tu vas défaire l'équivalence entre les deux, là, dans ma tête à moi. Mais bref, on spécule. Mathieu, toi, t'en penses quoi? Moi, j'en pense que l'effet, il n'y a pas, comme je dis, il n'y a pas d'effet wow, fait qu'il n'est pas en haut des 90 points. Je trouve que l'équilibre est bien là. Finot-maturation, je trouve que, comme j'ai dit, là, c'est sec, c'est léger. Tu t'attends pas à une grosse bombe. C'est là. Ça nous cache, il y a pas de cachette à avoir, ça va pas de tous les sens, tu sais, c'est assez by the book par en avant. Je vais pas vous mentir que j'aime bien le Ditya Kilcoman. J'irais avec un genre de 87-ish. C'est bon. C'est bon à boire. J'aime ça. C'est ça l'important. Non, mais les néophytes peuvent attaquer le produit. Les personnes qui en boivent un peu plus souvent peuvent utiliser cette bouteille-là qui n'est pas 300 $ pour boire quelque chose de plaisant la semaine. Tu sais, qui va quand même emmener un petit kick, un petit plus que une bouteille qui
qui est juste très rugue dans la bouche à cause de son jeune âge ou que la complexité est comme les éléments de complexité sont comme pas tous homogènes. Je trouve que là, ça te l'offre. À 140-150$ au Canada, je trouve que ça reste un bon produit. Fait que moi, je mettrais c'est ça, un 87-ish. J'ouvre ça, je m'en vais me chercher une petite bouteille, je suis content. Est-ce que je m'achète une caisse de 6? Non. Mais tout de même bien élaboré. Puis, je suis d'accord avec toi, JP. Le petit kick aux 50% d'alcool là, aussi, là, je veux pas, il y a 50%. Si on le perd, je suis d'accord avec toi qu'on perd vraiment l'essence de ce whisky-là, par contre. Ouais. Puis tu as touché quelque chose aussi là, qu'on n'a pas discuté, l'âge. Là. Est-ce qu'il se serait empiré avec la maturation au-dessus de 5 ans? Est-ce qu'il aurait été mieux? Est-ce que 5 ans, c'est le sweet spot? Parce que les deux qu'on a là, c'est des 5 ans. En tout cas, moi, les deux que j'ai là, les deux, le 46 et 50, c'est des 5 ans. Puis on sait tous qu'avec le temps, la tourbe s'amenuise, puis la tourbe est déjà assez effacée. Je pense que 5 ans, là, il fallait qu'il sorte. Ben, franchement, là. On aurait été au-dessus de ça, on aurait perdu quand même beaucoup de temps. Je suis d'accord avec toi, JP, parce que, tu sais, les embouteillages, généralement, de Kiloman, là, c'est jamais très vieux. Là. Puis, je peux, comme encore une fois, je peux pas croire qu'ils n'ont pas fait de test. Je peux pas croire qu'ils n'ont pas essayé des maturations plus vieilles. Puis, ils ont dit, OK, peut-être qu'avec notre distillat, peut-être ça marche un peu moins. On va rester dans ces eaux-là, 5, 6, 4, tout dépendant des barils, tout ça. Là. Je pense que c'est peut-être ça qui marche, tu sais. Ils en ont fait des Sinocas 11, 12, 14, je pense même 15 ans. 15 ans, ex-Bourbon, il me semble que j'ai vu le plus vieux. Il y en a. J'ai pas l'impression que c'est une sorte de distillat qui bénéficie à ce point-là de la maturation. J'ai l'impression que les bons kilomanes, ça reste des jeunes kilomanes avec des bons fûts. C'est l'impression que j'ai aussi. J'ai l'impression que le fait que le distillat soit clair et qu'il va chercher tout son impact avec le fût, à un moment donné, trop de fût trop longtemps, ça va peut-être justement se dénaturer, puis ça va perdre en plus son côté tourbé. J'ai l'impression qu'ils font bien de rester dans ces eaux-là. Bref, je pense que ça fait un bon tour de table, ça, les gars. Là. Je sais pas s'il y avait d'autres choses à rajouter. On est complet. Non. Ce serait bon à un moment donné peut-être de parler des temps, justement, peut-être l'influence, peut-être du temps de faire, je sais pas, c'est le distillat, là, tu sais, comme 85 heures versus 60 sur le. Comment ça peut influencer la nature du distillat? Notre prochain spécial, ça va être l'âge. L'âge du whisky. Préférez-vous jeune ou plus vieux? Écoute, comme un vieux sage m'a dit, ce n'est qu'une variable. Parmi tant d'autres. C'est tout. Moi aussi, je pense comme ça, que l'âge... Si l'âge finit par ennemi, tu ne touches pas à ça. Fait que, je m'en vais là-dessus. C'est bon. À une prochaine vidéo, les gars. Merci de nous avoir écoutés. On va se revoir bientôt là, avec un nouvel épisode, là, probablement au courant de la semaine prochaine. Je pense qu'on parle du PMC, c'est tout ça? Oh non, on a un spécial avant ça. Spécial Indie. Bref, on va en avoir un autre épisode la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés. C'est ça. Soyez au rendez-vous pour les prochains. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, au revoir. Bye tout le monde. Bye bye.